Alors cet après-midi, du coup, je me représente, mais Sandrine Dumoulin, chargée de conseil et développement parentalité. Donc, j'assurerai la présentation avec trois de mes collègues. Je vous laisse vous présenter, du coup. Cindy. Oui, bonjour. Donc, Cindy Alagna, gestionnaire conseil en aide financière collective, donc à la CAF de Maine-et-Loire. Catherine Ricou, gestionnaire conseil en aide collective à la CAF de Maine-et-Loire. Et Émilie Viau, moi je suis de la Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire-Mayenne et je viens au titre de l'animation du réseau des LAEP. Donc, au niveau de l'ordre du jour, on vous propose de voir les points suivants. Donc, l'idée, c'était de vous présenter assez rapidement un petit paysage des LAEP à l'échelle du Maine-et-Loire, de vous faire un rappel des consignes de déclaration sur AFAS. Donc, ça, voilà, ça va être un temps assez important cet après-midi, parce qu'on avait pas mal de choses à vous transmettre. Et peut-être que vous aurez aussi pas mal de questions à ce sujet-là. Ensuite, on vous proposera un peu une démarche de travail pour les renouvellements de projets LAEP, puisqu'on a un certain nombre de projets LAEP qui vont être amenés à être renouvelés dans le cadre de leur convention avec la CAF à compter du 1er janvier 2027. Donc voilà, on voulait vous transmettre un petit peu un échéancier, puis les outils que vous mettez à votre disposition. Émilie vous fera une petite présentation du réseau départemental des LAEP qui se met en place depuis bientôt une année. Et puis après, pour finir, on souhaitait faire un petit point avec vous et surtout recueillir vos besoins en termes de formation des accueillants pour l'année 2026-2027 et avoir vos retours à ce sujet. Alors, au niveau du paysage des LAEP de Maine-et-Loire, il a pas mal évolué depuis l'année dernière. Donc, on compte aujourd'hui 22 LAEP ouverts à l'échelle du département. On vous a fait une petite cartographie. Donc, c'est plutôt assez intéressant de voir qu'on a 22 LAEP, mais qu'au final, c'est vrai que la couverture territoriale à l'échelle départementale, voilà, on a encore du chemin à faire pour couvrir l'intégralité des communes et des territoires. On a eu 5 créations de LAEP en fin d'année 2025. Donc, en début d'année 2025, nous avions 16 LAEP, et ce qui a porté avec les créations, là, les 5 créations de LAEP en fin 2025, ça a porté le nombre des LAEP à 21. Donc, les 5 créations qui ont eu lieu en fin d'année ont eu lieu sur la commune d'Écouflant, Mur-Érigné-Soulaine, Sainte-Jeanne-sur-Loire-les-Poncés, Douai-en-Anjou et Cholet. Et puis, on a eu aussi une ouverture d'un LAEP en ce début d'année 2026 sur la commune de Gênes-Val-de-Loire. Donc, aujourd'hui, on a 22 LAEP, plus des projets en cours pour l'année 2026 et les années à suivre. Donc, c'est vrai qu'on a une belle dynamique de développement des LAEP à l'échelle départementale et ça, on peut plutôt être assez fiers de ça parce que c'est un dispositif voilà, auquel la CAF tient beaucoup, puisque en termes de soutien à la fonction parentale, c'est un dispositif très important. Et cette dynamique-là, elle est aussi liée au développement des projets et à la dynamique que l'on peut constater dans le cadre des CTG. Au niveau des typologies de gestionnaires, on a plusieurs types de gestionnaires à l'échelle départementale. Donc, on a à la fois des centres sociaux ou des espaces de vie sociale qui gèrent des LAEP, on en a 6. Vive 3 gère 5 LAEP à l'échelle du département, les collectivités 10 LAEP, puis on a une association aussi indépendante qui est l'Enfant dans la Cité à Angers, qui gère un LAEP également. Après, en termes d'ouverture, de jours et d'horaires d'ouverture, c'est assez variable au niveau des LAEP, puis ça dépend aussi du projet de chaque LAEP. Les LAEP sont ouverts majoritairement entre le lundi et le vendredi. On n'a pas de LAEP ouvert le samedi à ce jour. Et puis, en fonction du projet du LAEP, on a des LAEP qui sont ouverts à un public plutôt de parents avec des enfants de 0 à 3 ans, et puis d'autres qui vont jusqu'à un accueil d'enfants jusqu'à 6 ans. Et forcément, ça dépend aussi des créneaux d'ouverture qui sont choisis pour chaque projet de LAEP. Petit rappel, peut-être, chaque projet est localisé sur un territoire, mais il est important de rappeler
qu'un parent habitant le territoire du département de Maine-et-Loire peut fréquenter n'importe quel LAEP à l'échelle du département. Un LAEP qui ouvre sur une commune n'est pas réservé spécifiquement aux habitants de cette commune-là, mais est susceptible d'accueillir les parents des communes qui gravitent autour, voire parfois plus loin. Du coup, je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous faire un petit rappel des consignes de déclaration à place. Oui, donc on va faire premièrement un petit focus sur les différentes échéances. On va parler également des éléments importants et notamment des éléments à déclarer dans les données d'activité sur les déclarations. On va faire un petit rappel aussi sur le calcul des heures à déclarer pour les données d'activité. On va vous indiquer aussi les informations qui doivent obligatoirement être présentes dans la partie produit, dans la déclaration pour les données financières. Et on va reparler des contrôles de cohérence et enfin des éléments qui sont mis à disposition par la CAF pour vous accompagner. Donc, les différentes échéances. Donc, du coup, la déclaration prévisionnelle, donc N+1, est en général appelée à compter de mi-décembre. La déclaration réelle, donc N-1, à compter de début février. Sachant que de toute façon, que ce soit la déclaration prévisionnelle N+1 et la déclaration réelle, donc N-1, ont une échéance de retour au 31 mars maximum. Même d'affichage. Ah oui, alors par contre, vous ne devez pas avoir l'affichage qui est prévu initialement sur le. Ah si. C'est une petite surprise dans l'affichage. Voilà, donc c'est bon, maintenant vous avez tout à l'écran, donc bien la déclaration prévisionnelle N+1 et la déclaration réelle N-1, donc sur la partie, le début de l'échéancier. Et puis donc ensuite la déclaration actualisée au 30 septembre N, donc avec toute l'activité jusqu'au 30 septembre, donc avec une échéance de retour au 31 octobre. Alors, on vous rappelle deux choses, notamment l'importance de nous informer, donc que ce soit nous en tant que gestionnaire conseil ou le CCD de territoire ou parentalité de tout changement. Et puis également le fait que plus vous déposez vos déclarations sur AFAS tôt, plus on peut les traiter, parce on les prend en charge en fait au fil de l'eau. Et donc, ça nous permet après, nous, de plus rapidement les étudier et puis vous adresser les acomptes ou les soldes, notamment quand vous avez besoin de trésorerie. Et en cas de. Ah oui, donc juste un petit focus sur la déclaration actualisée au 30 septembre. On vous rappelle bien que c'est l'activité réelle de janvier, donc du 1er janvier au 30 septembre, qui doit être déclaré, et puis le prévisionnel ajusté sur la période du 1er octobre au 31 décembre. Et puis, n'hésitez pas surtout si vous savez que vous ne pourrez pas respecter l'échéance, donc soit du 31 mars, soit du 31 octobre, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail pour nous expliquer votre situation, de façon à ce qu'on puisse savoir où vous en êtes et puis qu'on puisse nous faire passer l'information aussi aux collègues pour éviter de vous relancer inutilement. Peut-être qu'on peut préciser aussi que toutes ces déclarations, les déclarations de données que vous faites sur AFAS, elles sont très importantes pour nous et il est important qu'elles soient le plus ajustées possible parce qu'en fait, nous, ça nous permet de demander les fonds nécessaires auprès de la CNAF. C'est important de redire que la CAF ne dispose pas de ces fonds. Il faut qu'on les demande à la CNAF puisque ce sont des prestations de services, donc des fonds nationaux. Pour partie, puisqu'on va vous présenter après les différents fonds, il y a une partie aussi des fonds qui vous sont donnés, qui sont des fonds propres à la CAF 49. Donc ensuite, donc les éléments importants qui ressortent sur les différentes déclarations. Donc sur la déclaration prévisionnelle, donc ça vous permet donc de prévoir les baisses ou les hausses d'activité par rapport à l'année précédente et de nous en informer. On vous rappelle également que si vous avez connaissance d'une ouverture ou d'une fermeture d'un équipement
lorsque vous faites votre déclaration prévisionnelle, il faut bien établir le prévisionnel sur le nombre de mois de fonctionnement qui est prévu et non sur l'année complète. Ensuite, sur la déclaration actualisée, donc là, ça permet d'avoir aussi bien pour vous que pour nous une estimation plus précise de l'activité et donc de réévaluer le montant du droit à la prestation de service et comme disait Sandrine, d'ajuster les enveloppes financières par rapport à ce qu'on pourrait être amené à demander à la CNAF. Ensuite, sur la déclaration réelle, donc là, c'est la comparaison entre les différentes périodicités et c'est notamment à ce moment-là qu'il y a des contrôles de cohérence qui peuvent apparaître sur les déclarations et que vous devez justifier, mais on en parlera un petit peu plus loin. Donc, petit rappel également, donc pas de double déclaration d'ETP pour une même personne sur différentes prestations. Donc, on vous demande d'être vigilant sur ce point et notamment sur les charges de personnel qui sont déclarées dans les données financières, dans les charges de personnel. Et un petit focus. Peut-être qu'on peut donner un exemple. Ça peut être le cas, par exemple, d'une référente famille qui est aussi accueillante, coordinatrice en LAEP. C'est important de bien différencier en fait l'ensemble des charges de personnel qui sont affectées à chaque tâche. Et donc, en cas de rejet de la déclaration, donc quand on vous renvoie la déclaration pour modification, c'est bien uniquement la personne qui a le profil d'approbateur qui reçoit cette information et qui doit redonner la main au fournisseur de données d'activité et ou au fournisseur de données financières afin de mettre à jour les déclarations. Et donc là, on vous rappelle l'importance de la zone commentaire, mais on le refera aussi plus loin, qui, à la fin de la déclaration, permet à l'approbateur d'indiquer les différentes informations qu'il juge nécessaires pour une meilleure compréhension et du coup une validation de la déclaration. On va assez vite dans la présentation, mais bien sûr, si vous avez des questions, gardez-les de côté, on pourra y répondre après. Alors, afin de vous aider dans la complétude de vos déclarations, tant au niveau du réel qu'au niveau de l'activité prévisionnelle, on vous transmet en début d'année, au moment où les appels de déclaration sont faits, on vous transmet un mail dans lequel on vous joint un outil d'aide à la complétude. Donc là, vous avez cet outil d'aide à la complétude pour pouvoir déclarer les heures par catégorie sur la prestation de service. Vous avez également, vous trouvez dans ce mail et dans cet outil, vous avez également un outil qui vous permet également de calculer le bonus territoire. Mais le plus important, c'est cet outil-là que vous avez en présentation qui vous permet de déterminer le nombre d'heures et également de déterminer le prix de revient et la prestation qui va vous être octroyée. Alors, toutes les zones en jaune sont à compléter et le calcul se fait automatiquement sur les zones qui sont grisées. On vous invite fortement quand même à utiliser cet outil, puisqu'en fait, nous, on peut se rendre compte qu'il y a des gros décalages parfois dans les éléments que vous mettez dans votre compte de résultat. Donc, au moment du réel, vous indiquez des éléments et une prestation de service qui est parfois erronée et qui ne correspond pas en fait à celle que vous auriez pu calculer avec cet outil-là. Et après, nous, c'est vrai que quand on fait des suivis de budget, ça peut amener des confusions sur le montant des prestations de services ou de bonus territoire qui vous permettent d'équilibrer qui n'équilibrent pas votre budget. Donc, des fois, on peut avoir des décalages en fait et ça peut amener des déficits dans certains budgets quand les prestations de services sont mal calculées. À compter de l'actualisation de cette année, on va vous transmettre également un nouvel outil qui va vous permettre de calculer répartition par répartition sur les heures d'ouverture au public, les heures de préparation au changement des briefings, les heures d'analyse de la pratique, les heures de réunion et éventuellement si vous êtes concerné par les heures de déplacement. Vous aurez à compléter mois par mois et ça vous permettra de pouvoir déclarer, reporter ces heures indiquées dans votre déclaration de service à passe en données d'activité. C'est vrai que ça, c'est un outil complémentaire qui vient d'être mis en place et qui répond à des besoins que vous avez exprimés aussi en termes d'outils de suivi. N'hésitez pas à les utiliser. Ce n'est pas des outils
que l'on vous impose, mais il faut les prendre en fait comme des outils qui vont vous faciliter le suivi de votre activité et ensuite faciliter votre déclaration sur AFAS. Là, on vous rappelle en fonction des différentes catégories, notamment si on prend quand les heures d'organisation sont déclarées de façon globalisée selon la nature d'activité. Donc, vous avez les heures de préparation, rangement, débriefing. Là, vous avez un exemple, 3 accueillantes mobilisées pour une séance d'1 heure. On ne va pas déclarer 3 heures, mais on déclare bien qu'1 heure, parce qu'elles étaient présentes toutes les 3 sur ce temps-là. Vous avez la même chose sur les nombres d'heures d'analyse de la pratique. Vous avez 3 accueillantes mobilisées sur un temps de 8 heures, on va déclarer 8 heures. Le nombre d'heures de réunion d'équipe et de travail en réseau, pareil, 3 accueillantes mobilisées sur 1h30, vous déclarez 1h30. Si vous êtes concerné par les déplacements en cas d'itinérance, sur le temps de déplacement valorisé entre 2 sites, vous avez 2 accueillants mobilisés pour se rendre d'un site à un autre, de site 1 au site 2, avec 30 minutes de trajet, 30 minutes de trajet aller et 30 minutes de trajet retour, vous déclarez 1 heure, même s'il y a 2 accueillants de concernés. Et ça, c'est vraiment un élément très important à prendre en compte parce qu'en effet, il peut y avoir une manière différente de faire entre l'établissement de votre budget prévisionnel. Donc, quand on vous accompagne, par exemple, dans la création d'un nouveau LAEP, on va vous accompagner pour établir en fait votre budget de structure. Et donc, pour ça, on vous demande bien sûr de comptabiliser toutes les heures que les accueillants vont effectuer et toutes les heures que chaque accueillant va effectuer. La démarche n'est pas la même, en fait, quand vous allez déclarer sur AFAS, où là, on vous demande de globaliser les heures en termes de déclaration. Il y a une petite question de Marie-Laure que je me permets de vous poser. Quand on a 2 sites dans la déclaration, est-ce qu'on divise le nombre des heures ADP et de réunion ainsi que par accueillant? Oui. En fait, quand il y a 2 sites, alors ça, c'est quelque chose qui nous a été déjà posé comme question. Vous savez qu'on aurait cette question-là aujourd'hui. Ce n'est pas forcément très simple à faire, mais si on prend l'exemple de l'ADP, quand vous avez 2 sites, ce qu'on vous propose de faire, c'est de proratiser l'ADP, les 8 heures d'ADP au regard de l'activité de chaque site. Je ne sais pas, moi je vous donne un exemple. Si vous avez un site qui représente 1/3 de votre activité et un autre site qui représente 2/3 de l'activité, vous allez prendre vos 8 heures fois 1/3 pour un site, fois 2/3 pour l'autre site. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous déclarez sur AFAS, vous faites une déclaration par site et notre logiciel additionne les déclarations de chaque site pour avoir le total global de votre activité. Donc, si vous déclarez 8 heures d'ADP sur chaque site, vous aurez 16 heures d'ADP au total, ce qui ne reflètera pas la réalité de votre activité. Donc, il faudra déclarer, par exemple, 3 heures sur un site et 5 heures sur l'autre. Ça demande une gymnastique qui n'est pas évidente et on a tout à fait conscience de ça, sauf que là-dessus, nous, on n'a pas du tout la main. Et c'est vrai que ça complexifie un petit peu. Tout l'intérêt de l'outil, en effet. Donc à cela, on a une remarque qui nous dit que ça cumule, sauf que ça cumule aussi les présences. Alors, peut-être qu'on répondra à vos questions après. D'accord. Voilà. Là, peut-être se garder ces petites questions-là pour la suite. Comme ça, on finit et puis ça permettra d'être plus dans l'échange par rapport aux questions qui peuvent se poser, en effet, qui sont des questions pertinentes. Donc, on va faire un petit rappel sur les informations obligatoires donc, qui doivent apparaître dans la partie produits des données financières. Donc, tout d'abord, la prestation de service ordinaire, donc l'APS, qui doit être indiquée donc, sur la ligne de compte 706,23, donc prestation de service reçu de la CAF. On rappelle que ce montant, c'est 30% du prix de revient de la subvention. En fonction du nombre d'heures de fonctionnement de l'équipement, dans la limite du prix plafond de la CNAF. Il y a également le bonus territoire qui doit impérativement être indiqué en ligne 706,26. Donc, ce bonus territoire, il est applicable donc, pour les LAEP qui sont implantés sur un territoire signataire d'une CTG.
Donc, le montant forfaitaire national pour toute nouvelle heure de fonctionnement développée dans un LAEP, en plus donc de l'offre existante, dépend bien sûr du barème national. Donc, depuis 2020, elle est fixée à 20 €. Et, attention, donc quand vous avez du bonus territoire, pour qu'il soit correctement valorisé, il est très important qu'il y ait un montant de participation de la commune ou de l'EPCI qui soit également mentionné. Donc, soit en compte 742, 743, 744, 746 ou 87. Donc, vient ensuite le FLA LAEP et l'aide au démarrage qui doivent être déclarés sur la ligne 7452, donc subvention d'exploitation CAF. Donc, le FLA LAEP, donc, on rappelle que c'est une aide au fonctionnement sur fonds locaux, donc d'un montant de 10 € par heure d'ouverture au public. Donc, ça veut dire que sont exclus, par exemple, les heures de formation ou les heures d'analyse de la pratique. Et enfin, l'aide au démarrage. Donc, ça, c'est également une aide au fonctionnement sur fonds locaux. Là, c'est une décision, par contre, qui est validée en casse chaque année, notamment aussi pour le montant. Alors, on va continuer sur les contrôles de cohérence. Donc, c'est ce que en fait, les contrôles de cohérence sont générés par le système avec vos déclarations en fonction des directives imposées par la CNAF. Donc, en fait, ces contrôles de cohérence, c'est la comparaison entre la déclaration qui est en cours de traitement, donc celle qu'on est en train d'étudier, avec les déclarations qui ont été validées précédemment. Et ces contrôles de cohérence se font aussi bien sur les données d'activité que sur les données financières, d'où l'importance d'être vigilant dans les déclarations pour les deux types de données. Donc, en cas de contrôle de cohérence KO, en tant que gestionnaire, vous êtes dans l'obligation en fait, d'apporter des éléments justificatifs, donc qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, à notre organisme en justifiant au moins 50% de l'écart constaté. Donc, soit en heures, soit en euros, en fonction du type de contrôle KO qui est généré. L'objectif, en fait, c'est tout simplement de nous expliquer en détail l'origine de ces écarts. Et en fait, nous, ça nous permet de pouvoir analyser votre déclaration et votre situation et puis de savoir la suite à donner, c'est-à-dire soit la valider, soit la rejeter pour modification. Et donc, quand tous les contrôles sont OK, donc vous n'avez pas de message d'erreur, sauf que du coup, vous pouvez, comme on le disait au début de la présentation, utiliser la partie commentaire libre qui est à la main de l'approbateur à la fin de la déclaration sur AFAS. Donc, avant de faire valider et transmettre à la CAF, vous avez cette zone de commentaires-là. Et c'est vrai que si vous avez des éléments particuliers par rapport à l'activité, ou par rapport aux données financières, même s'il n'y a pas de contrôle KO sur votre déclaration, il est intéressant de nous mettre ces informations-là, parce que nous, ça nous évite après de devoir vous rappeler ou vous envoyer un mail pour avoir des éléments complémentaires permettant la validation de la déclaration. Alors, comme je vous précisais tout à l'heure, lorsqu'on a pu regarder les outils transmis pour les déclarations du réel ou du prévisionnel, la CAF, en fin de compte, va vous transmettre par mail les barèmes annuels et également les utilitaires de calcul, prestations de services et bonus territoire sur les deux périodicités. Est également mis sur le CAF.fr, sur les pages nationales et locales, les circulaires, le guide utilisateur Mon compte partenaire, le règlement intérieur d'action sociale et les dossiers de demande d'aide financière. Vous avez comme interlocuteur les gestionnaires conseils des aides financières collectives. Donc, on vous transmet l'adresse mail. Vous avez les chargés de conseil et développement parentalité. Vous avez sandrine.coulet@caf49.4.fr et les chargés de conseil et développement de territoire, dont les adresses mail sont nominatives en fonction de votre territoire.
On en a fini pour cette présentation dense sur les déclarations à face, mais après, voilà, on reviendra dessus pour répondre à vos questions dans la mesure de nos possibilités. Moi, je vais vous faire un petit point sur les renouvellements des projets de fonctionnement, parce que tout à l'heure, donc, je vous disais, on a 22 LAEP, là, aujourd'hui, à l'échelle départementale, et on a quand même 12 LAEP qui vont être en renouvellement de projet au 1er janvier 2027. Donc là, on vous a remis la petite liste des LAEP. Donc, on a tous les LAEP d'Angers qui sont concernés. Et puis, voilà, d'autres LAEP à l'échelle des territoires. Et on a également, je vois le nouveau LAEP, les Pensées Sainte-Jeanne, voilà, qui devra renouveler, enfin, qui vient d'ouvrir l'année dernière, mais qui devra renouveler son projet pour le 1er janvier 2027. Là, ça va être un petit peu différent quand même que les autres LAEP qui sont en convention depuis 3 ou 4 ans. On vous a remis un petit calendrier des échéances. Voilà, ça c'est une proposition qu'on vous fait. Alors, ce qu'on vous mettait, je regarde que tout s'affiche. C'est bon. Donc, ça c'est conventionnel, hein. Vous avez l'obligation, entre guillemets, on vous demande en fait de faire un comité de pilotage de votre LAEP avant le 30 juin de chaque année. Donc, pour rappel, l'objectif du comité de pilotage, c'est de faire un bilan de l'année écoulée, donc de l'année N-1. Donc, à la fois au niveau qualitatif, quantitatif, voilà, faire un point de ce qui s'est passé, des évolutions, etc. Et puis, l'objectif du COPIL, c'est aussi d'envisager les perspectives pour l'année qui arrive. Donc, c'est vrai que plus vous faites votre COPIL tard et plus les perspectives, elles sont déjà bien engagées. Donc, c'est vrai que de faire un COPIL, mais dans la mesure de vos possibilités, bien entendu, en avril, par exemple, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a déjà commencé, là, à l'échelle départementale, de faire certains COPIL, hein, déjà même début mars. Donc ça, après, ça dépend de la possibilité de chacun. N'oubliez pas aussi que dans les comités de pilotage, on vous demande de faire un point budgétaire. Parfois, voilà, c'est un petit point qui est oublié, mais il est important en fait que tous les partenaires puissent voilà, avoir une vision aussi de votre budget, de comment ça se passe pour l'équilibre aussi de votre budget. Donc ça, c'est important de porter ça à connaissance des partenaires. Dans le cadre d'un renouvellement de projet, vous avez la possibilité, en fonction de la manière dont vous souhaitez travailler aussi à l'échelle de votre territoire, de mettre en place ce qu'on appelle des COTEC. Après, vous les appelez comme vous voulez. Mais ça peut être des comités techniques, donc des COPIL un peu restreints avec certains partenaires. Voilà, ça s'est fait, ça s'est déjà fait pour certains LAEP, c'est déjà mis en place pour d'autres. L'idée, c'est d'échanger entre partenaires sur les évolutions à envisager au regard d'un nouveau projet. Et puis parfois aussi de négocier avec les élus des évolutions, soit dans l'équipe, soit sur les horaires d'ouverture, les jours, etc. Voilà, en termes d'échéance, donc ça c'est quand même important qu'on puisse vous le redire aussi. Nous, on souhaiterait que vous puissiez transmettre les éléments qui vont nous permettre d'étudier votre renouvellement de projet avec une date butoir qu'on a fixée au 15 octobre de cette année. Donc voilà, on vous prévient assez tôt, ça vous laisse quand même un petit peu le temps de travailler sur votre projet, sachant qu'en plus de travailler sur un nouveau projet et votre renouvellement de projet, on vous demande, et c'est aussi cohérent, de faire un bilan en fait de votre projet passé. Donc, par exemple, si vous aviez une convention sur les 4 années précédentes, de faire un bilan de ces 4 années-là. Et ce qui est intéressant, c'est que votre bilan, il va aussi servir de base pour votre nouveau projet. Vous allez pouvoir aussi en tirer des enseignements qui vont vous permettre d'adapter ou non en fonction des besoins le nouveau projet que vous allez mettre en place. Et l'idée, nous, c'est qu'on en fait une relecture et qu'on analyse et qu'on travaille sur votre projet en fin d'année pour une validation finale au niveau de la CAF au 15 décembre. Après, on vous donne voilà, des temporalités, mais ça permet de se projeter et puis de se donner aussi un objectif pour que nous, après, on puisse reconventionner pour votre équipement dans les meilleures conditions. Donc ça, j'ai déjà dit, les conditions de renouvellement, c'est forcément un bilan qualitatif, quantitatif de la période de conventionnement écoulée.
Donc, à ce sujet-là, nous, on ne propose pas aujourd'hui de trame spécifique. On vous laisse libre choix d'établir ce bilan comme vous le souhaitez et de le présenter de la manière dont vous le souhaitez. Peut-être que par la suite, nous, on mettra en place une trame, mais aujourd'hui, elle n'existe pas. Et puis, on vous demande aussi de nous remettre votre nouveau projet de fonctionnement pour la période de conventionnement à venir. Et donc, pour ça, là, par contre, nous, au niveau de la CAF, on a mis en place une trame l'année dernière. Donc, nous, on vous fournit cette trame que vous pouvez aussi ajuster si vous le souhaitez. Enfin, et l'idée, c'est que cette trame, elle dispose de l'ensemble des éléments dont la CAF a besoin pour pouvoir étudier et valider votre projet. On vous propose également un outil alors que l'on rend obligatoire. Il est important pour nous qu'on puisse en disposer. C'est un outil, en fait, un tableau Excel qui vous permet d'identifier en fait toutes les heures de travail et toutes les charges en fait qui sont liées à votre LAEP afin d'établir votre budget prévisionnel. Et c'est vrai que ça permet d'établir un budget prévisionnel au plus juste, mais aussi ça permet pour le temps de travail des accueillants de bien tout prendre en compte et de ne pas oublier d'heures en fait dans le temps de travail des accueillants, qui peuvent aussi avoir pour certains plus une mission de coordination ou de gestion globale du LAEP. Nous, par rapport au projet, on porte maintenant une attention particulière à la structuration de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui évolue au niveau de la CAF. Et c'est une exigence aussi de la CAF 49, mais pour des raisons voilà, qui sont tout à fait justifiées. On souhaite que les LAEP puissent disposer d'une équipe d'au moins 3 accueillants. Puisqu'on a encore aujourd'hui des LAEP qui ont seulement 2 accueillants dans l'équipe. Et donc, c'est vrai que ça peut poser en fait des problèmes lorsqu'un accueillant est absent, que l'on n'a pas la possibilité de le remplacer. Ça induit la fermeture du LAEP. On porte aussi une attention particulière à la coordination du LAEP, avec idéalement un portage de cette coordination par un accueillant qui exerce dans le LAEP. Donc ça, je l'ai dit aussi, on regarde aussi le temps de travail qui est dédié à chaque accueillant pour voir si chaque accueillant dispose bien de tout le temps de travail nécessaire pour effectuer au mieux sa mission de travail. Et puis, on regarde aussi quel est l'ancrage territorial du LAEP, comment sont travaillés les partenariats, etc. Ça, c'est des choses voilà, qui sont détaillées dans la trame de projet de fonctionnement que l'on vous propose. Les périodes de renouvellement des projets LAEP se font maintenant le plus possible en lien avec les dates de convention CTG. C'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la date de convention de votre CTG sur votre territoire et on va essayer de caler la date de convention du LAEP à cette période-là. Sachant qu'au maximum, mais c'est le cas aussi pour les CTG, on peut conventionner jusqu'à 5 ans pour un LAEP. Et donc, nous, on va, dans l'idéal, si en plus le projet est un projet tout à fait satisfaisant, on conventionnera au maximum, bien sûr. Là, pareil que tout à l'heure, pour vous accompagner, forcément à l'échelle de vos territoires, vous avez les chargés de conseil et développement qui sont en proximité et qui vous accompagnent tout au long de l'année pour votre projet LAEP et qui sont là aussi pour le renouvellement du LAEP. Puis moi, je peux être aussi à votre disposition en lien avec le chargé de conseil et développement. Donc là, n'hésitez surtout pas à nous interpeller, à nous solliciter, à nous envoyer des éléments au fil de l'eau. Enfin voilà, on reste vraiment à votre disposition pour ça. Et du coup, je passe la parole à Émilie qui va vous faire un petit point sur le réseau départemental des LAEP. Donc bonjour, moi je voulais démarrer juste par remettre un peu le contexte de ce réseau qui est né d'une volonté de la CAF et qui en a confié l'animation à la Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire-Mayenne, qui est déjà animatrice du réseau parentalité. Donc c'est vrai qu'on voit bien le sens qu'il y a entre ces 2 réseaux, avec des acteurs qui sont déjà pour beaucoup connectés. Donc, c'est un poste qui a été créé il y a 1 an, quasiment tout pile, et qui inclut aussi la mission d'animation du réseau des relais petite enfance du Maine-et-Loire, et puis l'accompagnement de projets en lien avec le schéma départemental de services aux familles, notamment autour de la prévention de l'épuisement parental. Donc, voilà, donc là, c'était pour vous parler un petit peu de mon poste, et puis vous dire un peu, moi, j'ai commencé en fait la création à mettre sur pied avec vous
le réseau des LAEP par une rencontre des équipes. Donc, je suis allée rencontrer à l'époque, il n'y avait seulement que 16 LAEP il y a un an. Donc, je suis allée à votre rencontre pour beaucoup. Il y a des noms que je revois dans les participants pour recueillir d'abord les besoins par rapport à ce réseau. Et puis surtout que ce réseau il corresponde aux attentes et qui réponde à des besoins. Donc, on a ciblé voilà, des objectifs principaux qui ont été issus de ce diagnostic un peu. Donc, je vais les relire en même temps que vous les lisez. Donc, l'idée, c'est d'abord de fédérer les LAEP du Maine-et-Loire, existants, mais aussi ceux à venir, afin de créer une dynamique départementale, de favoriser le partage d'expériences et de pratiques inspirantes, développer l'entraide entre les structures et mutualiser les ressources. Renforcer la visibilité et la reconnaissance des LAEP auprès des familles, des partenaires institutionnels et des acteurs locaux. Ça, c'est beaucoup ressorti dans les entretiens que j'ai pu faire avec les équipes. Et puis, permettre la circulation de l'information entre les LAEP, favoriser des échanges professionnels et donc nourrir la réflexion collective et des apports réflexifs. Donc voilà, en gros, si on veut le résumer, ce réseau, il va s'appuyer sur 3 grands piliers, c'est-à-dire des outils à disposition, favoriser des échanges et puis aussi des apports pour poursuivre un peu le travail de formation et d'enrichissement autour de sa pratique d'accueillante. Alors, au sujet des accueillants, là, aujourd'hui, quand on reprend les statistiques, il y a 103 accueillants, donc ça commence à être un nombre conséquent quand même de professionnels, hein, c'est pas rien. Et puis comme Sandrine le disait, hein, c'est en développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 22 LAEP, il y a des projets en cours, donc c'est sans doute un groupe professionnel qui va s'étendre. Alors on l'a dit, c'était un réseau qui a donc des porteurs différents, mais aussi des géographies, des implantations à la fois rurales et puis urbaines, voire très urbaines, des histoires complètement différentes. Moi, j'ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur comment sont créés les LEP, qui sont parfois des collectifs de parents, parfois des volontés d'élus, parfois des volontés associatives. Enfin, il y a vraiment des histoires différentes. Et puis, bah, même dans le fonctionnement même, hein, on voit bien que c'est des différences en termes de nombre d'accueils, d'itinérance, voilà, de fonctionnement qui sont très divergents. Mais moi, quand j'ai fait des diagnostics, donc ça s'est fait avec des entretiens qualitatifs et j'ai bien entendu aussi parmi les accueillantes, certes, l'idée de... ouais. Oui, c'est bon. L'idée de mettre en avant ces différences, mais surtout l'envie de mettre en avant ce qu'il y avait de commun, c'est-à-dire l'accueil du jeune enfant, et puis de mettre en avant aussi le poste d'observation privilégié que sont les LAEP, notamment en termes de la parentalité à l'œuvre auprès des jeunes parents. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est partagé. Et puis aussi de s'appuyer sur les principes fondateurs des LAEP. On va citer juste... la conditionnalité de l'accueil, l'anonymat, la confidentialité, mais tout ça, c'est quand même quelque chose au-delà des mots qui fondent vraiment du commun entre tous ces LAEP. Donc, moi aussi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que on voit des professionnels très, très impliqués, et parfois avec des temps de travail très limités, mais qui mettent beaucoup de sens et d'envie dans leur pratique. Et puis bon, ça c'était juste pour vous partager quelques éléments diagnostiques, mais je voulais aussi surtout m'appuyer sur le recueil des besoins. Donc ce qui a été exprimé, c'était sortir de l'isolement, affirmer une identité professionnelle d'accueillante, d'avoir un positionnement commun, et puis s'informer sur l'actualité des autres LAEP, et puis voilà, des bonnes idées qu'il peut y avoir chez les voisins. Et puis d'avoir des temps aussi de réflexion sur ces pratiques au-delà de ce qui peut se pratiquer en ADP. Et puis le parti pris qui a été fait, mais je pense que ça, c'était évidemment en confiant l'animation du réseau à la Fédération des centres sociaux, c'était aussi de s'appuyer sur un réseau qui va vivre avec et pour les professionnels, c'est-à-dire qui va être aussi co-construit avec les accueillantes. Donc, une fois ceci posé, on a mis au clair donc d'abord des outils. Donc, alors, il y a déjà des outils du réseau qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un site déjà Parents 49 qui est à la fois une mine d'or d'information mais qui est pour l'instant le lieu où on retrouve toutes les fiches des LAEP.
va en reparler dans 2 minutes. Il existe aujourd'hui un listing à jour, je pense que je peux le dire, oui, un listing à jour des LAEP. Un fichier, alors qui n'a pas encore tout à fait trouvé son nom définitif, mais SOS accueillante. C'est-à-dire qu'il y a parmi les 103 accueillantes du réseau, certaines qui se sont signalées pour être contactées en cas de dépannage un peu de dernière minute. Les gestionnaires ou les collègues peuvent se saisir de cette liste avec donc des disponibilités qui sont indiquées, des numéros où on peut contacter ces accueillantes rapidement pour du dépannage, soit en extrême urgence ou soit sur du plus long terme. Et ce ne sont pour l'instant que, alors je le redis ici parce qu'il y a eu un peu de confusion peut-être, mais ce ne sont que des accueillants déjà en poste dans le réseau Maine-et-Loire et qui ont été formés. Pour l'instant, pour l'instant, on s'en tient à ça. Et puis, il existe aussi, elle est à peine pour le coup exhaustive, mais une liste avec les intervenants, les intervenantes qui pratiquent l'ADP, qui peut être utile notamment pour les projets de l'AEP, mettre à disposition aussi. Et puis, donc, avec un petit groupe d'accueillantes qui se sont portées volontaires, on réfléchit aussi à des outils un petit peu plus à l'image du réseau, c'est-à-dire on aimerait créer un site, on est en train de créer une plateforme numérique où on pourrait retrouver notamment ces outils qui existent déjà et peut-être aussi une espèce de boîte à outils numérique qui serait facile d'accès, sans être un énième site où le Drive, personne ne va. Donc on essaie vraiment de réfléchir à l'utilité de ce site. Et puis on réfléchit aussi à un support de communication papier et ou numérique avec une charte graphique qui pourrait aussi venir en appui. Hein. L'idée, c'est pas du tout de remplacer ou d'uniformiser ce qui se fait, c'est vraiment de venir en appui et d'avoir une communication peut-être un peu pédagogique sur ce que sont les LAEP à destination, alors, évidemment, des parents et des futurs parents, mais aussi du partenaires institutionnels. Donc, ça, on réfléchit avec un petit groupe sur ces projets-là. Juste un petit focus sur le site parent que vous connaissez déjà par cœur. Mais je vous invite vraiment à vérifier régulièrement que vos coordonnées sont bien à jour et quand il y a des modifications aussi d'horaire ou de lieu, de nous en faire part. En fait, vous m'envoyez directement un mail et puis normalement, je peux le mettre à jour assez rapidement. Ça va être bon. Ça, je répondrai à vos questions, hein, Larissa. Je vois vos questions, mais on y répondra à la fin. Notez bien les 2 temps de rencontres qui sont prévus là, en 2026. Un temps programmé le 20 mai, probablement, vous pensez, où ça sera plutôt un temps tourné vers l'échange de pratiques, de l'interconnaissance, aussi des focus sur des pratiques un petit peu inspirantes et des échanges en groupe. Et la rencontre du 20 novembre, prépare aussi avec des accueillants du réseau. Elle sera plutôt sur un temps d'apport avec quelqu'un qui viendra nous parler de la posture d'accueillante et de l'accueil en LAEP. Et ça, ce sera le vendredi 20 novembre. Donc, ce sont sur des demi-journées, des formats 14h, 16h30 pour le moment. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de ce réseau. Et donc, pour finir, mais ça va être très rapide parce qu'après, je pense qu'on vous sollicitera de toute façon pour avoir vos retours. Chaque année, en fait, la CAF met en place la formation initiale des accueillants LAEP. Donc, c'est une formation de 3 jours qui est indispensable pour pouvoir exercer la mission d'accueillant dans un LAEP. Nous, on souhaitait, surtout pour les nouveaux LAEP, que cette formation elle soit suivie par au moins un des accueillants du futur LAEP. Après, c'est vrai que c'est un peu différent quand on a un LAEP qui est déjà en fonctionnement avec une équipe déjà formée. On a une souplesse là pour que l'accueillant qui rejoint l'équipe puisse être formé un petit peu plus tard, sans trop attendre quand même. Puisque l'idée, c'est aussi d'avoir une culture commune et de bien intégrer toutes les subtilités de la posture d'accueillant à LEP. Donc, on a mis en place 2 sessions de formation initiale l'année dernière. Mais voilà, ça s'explique aussi par la forte dynamique de création et du coup le fort besoin de former les accueillants en formation initiale. Donc, la 2e session se termine en avril.
Donc là, l'idée, c'est de voir si on en remet une en place cette année, donc en 2026. Sachant que quand on met en place une session, il est important de pouvoir la remplir et donc d'avoir, je dirais, minimum 12 accueillants à former. En général, on s'associe aussi à la CAF de la Vendée, qui à elle seule n'arrive pas à remplir une session complète. Donc en général, les accueillants de Vendée viennent se former en Maine-et-Loire, ce qui est plutôt assez intéressant. Ça permet aussi de l'échange sur des pratiques différentes. Donc là, on vous sollicitera pour savoir si vous avez des besoins, mais vous pouvez nous dire aussi via le chat si vous le souhaitez. Et puis l'année dernière, on avait proposé, alors on l'a mis entre guillemets, parce que c'est pas très beau comme nom, mais une formation piqûre de rappel. C'était une formation d'une journée, vous l'aviez demandé en fait, et ça concernait surtout des accueillants qui sont en poste en fonction depuis quelques années, qui avaient fait leur formation initiale il y a déjà quelques années, qui avaient besoin aussi voilà, d'avoir une formation, de renouveler un peu, voilà, de rééchanger sur la posture d'accueillant, d'avoir une petite piqûre de rappel sur les attendus de la fonction, etc. Donc ça nous a été redemandé, je ne sais plus à quelle réunion dernièrement, donc je pense qu'on va le remettre en place. Après, à voir si c'est sous la même forme que ce qu'on a fait l'année dernière, sous forme de piqûre de rappel, hein, on parle un peu de la posture, etc., ou sous une autre forme avec une thématique spécifique. Mais dans l'idée, voilà, on va solliciter votre avis pour voir quels sont vos besoins à ce sujet. Et encore, là, une fois, l'objectif, c'est bien de remplir aussi les formations. Alors, c'est vrai que la formation qu'on avait mis en place l'année dernière, la journée de formation, elle était complète. On avait 20 accueillants. Et du coup, on a dû refuser du monde. Donc là, forcément, il y aura une priorité aux personnes qui n'ont pu assister à la formation l'année dernière. Mais à voir avec vous quels sont vos souhaits. On est vraiment à l'écoute de ça parce que la formation des accueillants, c'est quelque chose de très important. Et de pouvoir y répondre, ça nous tient aussi à cœur. Donc, vous pouvez faire remonter à la CAF, mais aussi si vous souhaitez faire remonter à Émilie, nous, on échange très régulièrement. Donc, il n'y a pas de souci à ce sujet. Du coup, on arrive au terme de cette présentation. On va passer plutôt à la partie questions. Je vais juste faire une petite manipulation technique pour que je puisse voir le chat. Et Il y a des questions sur le chat.